Sans plus tarder, donc j'invite donc les participants à la première table ronde. Donc Erwin Isouarn, Servan Lassire, Nicolas Rochon et Marc Vatrin. Alors, c'est vrai que c'est amusant parce qu'il y a quelques mois, quand on préparait cette conférence, on s'est posé pas mal de questions sur le choix de la date. Et je trouve que cette conférence se tient à une période particulièrement inédite dans le contexte énergétique. C'est difficile d'ouvrir un journal ou de regarder un journal télévisé sans entendre parler du secteur de l'énergie en ce moment. C'est vraiment un secteur qui bouge de façon formidable. Et comme l'a souligné Thierry, on est aussi convaincu que c'est un secteur dans lequel il y a besoin d'innovation, et d'innovation pas d'un seul acteur dans un coin, mais une innovation un peu systémique, parce que l'énergie, on sait bien qu'il faut avoir une approche systémique. Alors là, ce soir, on a des acteurs finalement qui vont nous représenter toute la chaîne de valeur dans le secteur de l'énergie, des gens qui sont dans l'amont, et puis aussi des gens qui sont plutôt dans l'aval, et d'autres également dans le secteur de l'investissement. Et on sait combien donc l'investissement joue un rôle important dans ce secteur-là. Donc je vais commencer par vous donner à chacun la parole. Donc Erwin, en commençant par Erwin, pour présenter rapidement, vous présenter très rapidement. Oui. Bonjour, merci à Neuflis OBC de m'avoir convié ici. Donc, je me présente, Erwin Guizouarn, je suis président et fondateur d'Evolution Énergie. Je donne la parole à mon collègue. Ok. Donc, Evolution Énergie, en fait, moi de mon côté, j'ai eu la chance, en fait, comme présentait Thierry Leperc sur la partie hydrogène, j'ai acheté de l'énergie pour un gros acteur de l'hydrogène. Et j'ai acheté de l'énergie à un moment où le gaz était même à 5 € du mégawattheure. Donc, et j'ai même vu des prix d'énergie négatifs. C'était sur l'électricité, mais ce sont des choses qui sont arrivées. Aujourd'hui, on ne parle plus d'énergie négative. Donc, là-dessus, j'ai vu à la fois le côté amont et le côté aval, c'est-à-dire à la fois acheteur d'énergie, consommateur d'énergie, producteur d'énergie. J'ai aussi travaillé chez Engie comme Thierry. Et j'ai décidé à un moment, il y a 11 ans, de dire, tiens, là, on peut faire quelque chose dans le domaine énergétique. On peut commencer à parler de transition énergétique. Mais si on veut convaincre une société sur la transition énergétique, quand je parle d'une société, je parle d'une société cotée, des dashboards, ça ne va pas. Il faut parler en euros. Aujourd'hui, tout le monde parle en euros sur l'énergie. Il y a 10 ans, personne ne parlait en euros sur l'énergie. Donc, la jeunesse d'Evolution Énergie, c'est de se dire, tiens, quand je suis un gros consommateur d'énergie, quelle est mon exposition à l'énergie? Pas que d'un point de vue, on va dire, green, mais combien est-ce que je consomme d'un côté, combien est-ce que je vends mon énergie, et est-ce que je suis couvert? Et en fait, le besoin qu'avaient les gros consommateurs d'énergie et qu'ont encore ces gros consommateurs d'énergie, c'est comment je gère plusieurs milliards d'euros par an d'achat d'énergie et en partie de production en étant sur des fichiers Excel. Oui, c'est une réalité, ça se fait sur des fichiers Excel. Donc quand on parle d'exposition marché, quand on parle de temps réel, on en est loin souvent. Donc là-dessus, on s'est créé pour fournir une solution pour ces gros acteurs initialement. Donc on a eu les plus gros acteurs de la chimie, de la sidérurgie, des gaz industriels qui sont devenus nos clients. Leur but étant à la fois de suivre leurs contrats, d'opérer sur les marchés, de suivre leur couverture et de mettre en place leur stratégie. Au fur et à mesure, on a eu des plus petits clients. Quand je dis plus petits, des groupes aéroportuaires, des groupes portuaires, des villes qui sont venus nous voir, qui nous ont dit « Attendez, moi, l'énergie, c'est aussi une exposition pour moi. Est-ce que vous pourriez nous fournir votre solution logicielle, mais avec en partie, en plus, la partie efficacité énergétique ?» C'est ce qui nous a amené, Thierry, à nous croiser il y a 4 ans à Guan, en Chine, quand on a créé notre premier projet de microgrid en Chine. C'était assez mythique d'ailleurs. Donc là-dessus, on s'est développé pour offrir, donc on est le système
de gestion énergétique, notamment des aéroports, du groupe Aéroports de Paris. Et on avait la conviction que ce qui était fait au niveau industriel par des traders, globalement, des energy managers, pouvait être fait et allait être fait de plus en plus à une petite maille. C'est-à-dire au niveau d'une ville, voire au niveau d'un bâtiment. Pourquoi ? Parce qu'avec la transition énergétique vient une notion de complexité énergétique. Là où vous aviez un producteur, vous avez maintenant votre chauffe-eau, votre véhicule électrique, vos panneaux solaires qui sont producteurs, stockeurs et consommateurs. Et vous pouvez optimiser tout ça. Et aujourd'hui, on est un acteur de référence à la fois sur le côté industriel, mais de plus en plus sur la partie microgrid. Donc il y a 2 ans, on a inauguré en Chine notre microgrid. Et là, on vient de finaliser le premier microgrid du plateau de Saclay. Donc Evolution Énergie a conçu le microgrid de l'école polytechnique, donc, qui est, en fait, combine les meilleures technologies de panneaux solaires, de batteries, de véhicules, et on va rajouter dans une deuxième phase la partie hydrogène et intelligence artificielle. Voilà. Donc il est possible d'innover de plein de façons différentes dans le domaine énergétique, que ce soit sur du digital, que ce soit sur des nouvelles technologies hardware, que ce soit sur des nouveaux vecteurs énergétiques. Voilà. Donc n'hésitez pas à innover. Et merci aux financeurs, aux investisseurs et à nos clients aussi de tous nous soutenir. Merci Erwin. Donc finalement, c'est intéressant parce que on s'aperçoit que dans le domaine des smart grids, finalement, Evolution Énergie a commencé par exporter avant d'en réaliser un en France. C'est bien le cas. Oui, on a commencé par signer un projet en Chine et après, ça a motivé les financeurs pour nous financer le projet du plateau de Saclay. Okay. Merci à toi. On va continuer. Donc, je pensais faire un tour de table. Donc on va donner la parole à Servan-la-Cire, en fait, pour rester plutôt dans la partie, donc Servan-la-Cire de Bouygues Energy Services, pour rester plutôt dans la partie aval. Et Bouygues Energy Services donc, a des activités très très larges dans le domaine, que ce soit dans le domaine de la mobilité ou dans le domaine du bâtiment. Et ce que je voudrais savoir, en fait, c'est de votre point de vue, quels sont les drivers en fait, de l'activité, notamment dans le secteur du bâtiment, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc, bonsoir. Donc, Servan-la-Cire, je suis le directeur R&D Innovation de Bouygues Energy Services. Et on est actif dans tout le domaine de l'énergie, mais de l'installation d'infrastructures de recherche de véhicules électriques, de fermes solaires et de systèmes de production et de distribution d'hydrogène, mais aussi, bien sûr, acteurs dans le domaine du bâtiment, en particulier dans le bâtiment tertiaire, que ce soit en construction ou en rénovation de bâtiments et en exploitation, maintenance de bâtiments. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'un des non-drivers, c'est le faible coût de l'énergie en France. Donc, si on parle de driver, il y a aussi des freins. Et aujourd'hui, on constate qu'en particulier dans les bâtiments, le coût de l'énergie est relativement faible. Donc c'est un frein à l'innovation et un frein à pousser les utilisateurs, les habitants des bâtiments à évoluer. Les sommes sont aussi considérables. Et le gouvernement s'est emparé de cette situation. Donc un des gros drivers, ça va être le côté réglementaire, puisque comme le prix de l'énergie est bas, il va bien falloir pousser d'un autre côté, et c'est le côté réglementaire qui a poussé le bâtiment, qu'a poussé le gouvernement, avec finalement 3 leviers. Il agit sur le bâtiment neuf avec les réglementations thermiques jusqu'à maintenant, et maintenant les réglementations énergétiques, sachant que le bâtiment neuf, c'est quand même guère que 1 à 2% des bâtiments par an. Donc c'est quelque chose qui produit effet sur une très très longue durée. Il y a le parc immobilier locatif, enfin le parc immobilier existant pour le logement, qui représente à peu près 2 fois la consommation du parc tertiaire. Et là, le levier utilisé par le gouvernement, ça va être les freins au logement, puisque les passoires thermiques ne pourront plus, les freins à la location ne pourront plus être loués à partir de, je crois, dans les années qui viennent, d'ici 2 ans ou 3 ans. Donc il y a des freins réglementaires qui vont jouer là-dessus. Et puis le dernier élément sur le parc tertiaire, c'est le décret tertiaire qui impose à tous les bâtiments tertiaires d'au moins 2000 m² de faire 40% d'économie d'énergie par rapport à une année de référence en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050.
c'est énorme. C'est vraiment... C'est possible? Ça va être compliqué, puisque pour faire 40%, nous on considère que, allez, 20%, ça se fait facilement. On change les systèmes actifs, on met de la régulation dans les bâtiments qu'on n'a pas. En touchant au système actif, au pilotage, on arrive à 20% à peu près facilement. 40%, ça veut dire changer l'enveloppe. Et là, c'est là où le frein réglementaire le levier réglementaire va être important. Changer l'enveloppe, c'est quand même des ROI aujourd'hui de 20 à 30 ans. Toucher aux fenêtres, toucher à l'isolation de façade, tout ça, c'est beaucoup plus coûteux. D'où l'importance de ce décret tertiaire qui va pousser tout le monde. Mais on parle de dizaines de milliards d'euros par an qui vont être investis. Je regardais un petit peu mes antisèches avant de venir. Je n'ai pas les chiffres du parc tertiaire, mais pour le parc immobilier d'habitation, on parle de 20 milliards d'euros par an pendant les 10-20 prochaines années pour arriver à pousser l'évolution de ce parc. Et j'ai une question pour rebondir sur l'intervention de Thierry, en fait, dans le domaine de la mobilité et de l'hydrogène en particulier. Est-ce que c'est un sujet sur lequel intervient également donc Bouygues Energies Services Alors, nous, on intervient sur la mobilité sur 2 points. D'abord, on est installateur et exploitant de bornes de recharge de véhicules électriques. On en exploite plusieurs milliers en France. On est membre de la FIREV, l'Association pour la recharge et pour l'itinérance de la recharge des véhicules électriques. On pense que sur tout ce qui est véhicule particulier, c'est l'élément clé pour les années qui viennent. Et bien sûr, on installe aussi, on est actif dans le domaine de l'hydrogène, puisqu'on installe des systèmes de production d'hydrogène. Alors plutôt des systèmes décentralisés. On vient d'inaugurer avec la DGAC l'antenne de Sarlat, puisque la DGAC a souhaité avoir 6 jours d'autonomie sur son antenne de Sarlat. Et on a mis des panneaux photovoltaïques, un système de production d'hydrogène, de stockage et une pile à combustible pour assurer les 2 kW moyens que consomme cette antenne et garantir les 6 jours d'autonomie. Donc on est actif là-dedans. On est actif dans le système de distribution pour les véhicules. Et on vient de terminer avec l'association Équilibre des énergies une étude sur l'hydrogène et le transport routier de marchandises qui montre finalement le positionnement de l'électrique et de l'hydrogène dans les années qui viennent. Alors là aussi, j'en reviens sur le driver. Le diesel, c'est un peu comme l'amiante. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus efficace. L'amiante dans son domaine pour l'isolation, le diesel pour propulser un véhicule. Mais il va falloir en sortir. Et c'est comme l'amiante, il va falloir quand même en sortir assez rapidement parce que c'est un bon pollueur et c'est très mauvais pour la planète. Mais en sortir, ça veut dire que ça va coûter plus cher. Il faut être innovant et il faut créer des solutions. Ce qu'on voit, nous, dans notre étude, c'est qu'il y a une position pour l'électrique, pour les transports routiers régionaux, de taille moyenne, et qu'il y a une vraie position pour l'hydrogène, pour les transports routiers de marchandises de longue distance. Et la recommandation qu'on fait avec Eden, c'est qu'il faut que l'État pousse à des infrastructures et à des autoroutes, pour l'hydrogène, c'est-à-dire des axes au niveau européen qui permettent aux routiers de s'équiper et d'y aller. Parce que j'ai entendu Thierry Lepert tout à l'heure, ça m'a fait plaisir parce qu'il a parlé de production, mais aussi il a parlé d'usage. Le plan du gouvernement, c'est beaucoup la production, mais si on ne pousse pas les usages, si on ne pousse pas la distribution, ça ne va pas aller. Or, la distribution, ce n'est pas que des autoroutes, c'est pas que des pipelines d'hydrogène, parce qu'en France, vous aurez du mal à en mettre. Il y aura ça va prendre du temps, en tout cas, avec les recours, les demandes, ça va être, on ne pourra pas avoir une capillarité très forte. Je vois Philippe Boucli qui dit non, mais peut-être pas entièrement d'accord, aussi optimiste. Je ne suis pas aussi optimiste que lui sur le sujet. Mais il faut penser à la distribution, aux stations de distribution, et ça c'est clé, et aux usages. C'est-à-dire, on ne pourra pas expliquer aux entreprises de transport qu'elles vont doubler leur prix ou tripler leur prix ou changer complètement leur méthode de fonctionnement. Donc il faut s'intéresser à la façon dont ils travaillent et à leur permettre de s'équiper en camion et de trouver de l'hydrogène là où ils en ont besoin ou de l'électrique là où ils en ont besoin pour fonctionner. Et ça c'est un point qui nous paraît très très important. Ok, je vous remercie. Je vais donner la parole maintenant à Marc Vatrin d'Enoé. En fait, donc Enoé, si vous pouviez nous présenter en quelques mots Enoé déjà. Oui, avec grand plaisir. Donc Enoé, on est un acteur, un producteur d'énergie, majoritairement solaire, basé dans le sud de la France. On est une société assez jeune. On est le regroupement de 3 personnes qui avions déjà eu une première vie dans l'énergie. Et puis on s'est regroupé. Aujourd'hui, on a une centaine de personnes qui sont à peu près dans tous les territoires, majoritairement à Marseille,
avec effectivement cette idée. Thierry en parlait tout à l'heure, on est rapidement devenu aujourd'hui sur le solaire une énergie compétitive, mais il y a encore certaines problématiques pour continuer à la développer, et on essaie d'y répondre au quotidien. L'une des premières sur lesquelles on a travaillé, c'est effectivement la notion d'intermittence, qui est souvent reprochée aux ENR. Aujourd'hui, il y a des solutions. L'hydrogène en est une. Nous, on travaille sur d'autres sujets, par exemple la batterie. Et on a aujourd'hui des développements de grands parcs au sol qui rendent des services au réseau à travers du stockage. Sur des services systèmes, alors ? Exactement, services systèmes au réseau. Donc on combat cette vieille idée que le solaire est intermittent. Aujourd'hui, on arrive à produire de l'énergie pas chère et pas intermittente grâce au solaire. L'autre sujet qui nous anime au quotidien, on a historiquement beaucoup travaillé avec le monde agricole. Et il y avait deux chiffres, moi, qui m'ont pas mal interpellé. Le premier dans nos métiers de base, qui est l'énergie, à savoir que depuis 2006, qui sont le début du solaire en France, on a installé en France 11 gigawatts. On a l'objectif rapidement d'arriver à près de 50. Donc il va falloir effectivement accélérer, aller plus vite. Et l'une des problématiques historiques, c'est l'accès au foncier. Donc on essaie de mettre du solaire un peu partout. En tout cas, nous, notre leitmotiv, ça a toujours été la double utilisation des supports. Donc on fait beaucoup de toitures. Dès qu'on voit un parking, on essaie de mettre une ombrière. Travailler en parallèle sur les bornes, toucher un peu à la mobilité avec le développement des voitures électriques qui peuvent demain stocker l'énergie en complément. Et puis ce sujet agricole nous a interpellé pour une deuxième chose, c'est qu'il y a un chiffre qui m'a interpellé il y a quelques temps, c'est que sans faire de l'histoire, mais en revenant aux années Mitterrand, en 80, il y avait 1,6 million d'agriculteurs en France. Il y en a 400 000 aujourd'hui, et sur ces 400 000, la moitié vont prendre leur retraite avant 2026. Donc c'est un vrai sujet. Un vrai sujet aujourd'hui pour des jeunes de s'installer. Un jeune, il n'a pas envie de s'installer parce que le travail est dur, parce qu'il faut investir de manière massive, parce qu'il faut s'endetter, parce qu'il a vu ses parents s'endetter, il n'a plus forcément envie de rentrer dans ce schéma-là, sachant qu'un tiers des agriculteurs gagnent moins de 350 € par mois. Donc on a essayé de réfléchir et on a trouvé des systèmes qui permettent effectivement de travailler à ces problématiques agricoles tout en travaillant sur le monde de l'énergie. Donc on a plusieurs exemples. Le premier, c'est qu'on travaille beaucoup dans les territoires où aujourd'hui on vous trouve des moutons. Alors pourquoi le mouton ? Pas parce que c'est une bête sympathique, quoique, mais c'est bien souvent parce qu'on a des terres qui sont pauvres, et c'est pour ça qu'il y a des moutons. Et on a développé des systèmes assez novateurs sur 3 points. Le premier, c'est qu'on va développer un peu d'ingénierie financière. Donc Rodolphe, on sera amené, on en a déjà parlé un peu, mais on va y arriver très vite. On essaie d'accompagner le jeune agriculteur dans l'acquisition de ces terres. Alors, il faut faire attention parce qu'on marche sur des œufs. Depuis la Révolution française, la propriété de la terre, c'est des sujets qui sont assez sensibles. Donc vraiment, notre volonté, c'est pas d'acheter des terres, c'est de faire que l'agriculteur n'ait pas à les porter. Donc on trouve à travers, des portages, des moyens de faire que l'agriculteur n'est pas endetté et qu'une partie de la production électrique le rémunère pour l'acquisition de ces terres. Le deuxième, je parlais de double utilisation. On ne va pas s'enlever les moutons des terrains pour mettre des panneaux. Ça s'est fait, mais ça ne se fait plus. En tout cas, ce n'est pas du tout notre volonté. Notre volonté, elle est vraiment de s'inscrire dans une démarche durable. Et donc, on a développé des systèmes assez créatifs qui permettent au pâturage d'être de meilleure qualité, puisqu'on a des systèmes de panneaux sur tracker qui permettent aux moutons d'errer, d'avoir une meilleure qualité de pâture parce qu'on laisse beaucoup d'espace entre les modules, donc on peut faucher. Donc on n'est plus dans l'idée de mettre cul à cul des modules photovoltaïques. Là, on travaille sur des très grandes surfaces. Et donc, effectivement, on apporte un plus pour l'agriculteur, pour le mouton, parce que le mouton, lui aussi, va pouvoir se mettre à l'ombre. Donc, quand on parle de bien-être animal, on va trouver pas mal d'avantages. Et puis, on va avoir une meilleure qualité de prairie. Et puis, enfin, c'est le troisième sujet qui nous tenait à cœur, c'est qu'on sort un peu dans ces modèles-là de l'énergie sponsorisée, puisque aujourd'hui, on est sur des systèmes de rachat qui vont sortir du cadre réglementaire qui est aujourd'hui et qui nous permet de travailler sur des contrats long terme avec des acteurs, alors tout type d'acteurs. Ça nous permet de découvrir un nouveau métier qui est la vente d'énergie, là encore avec des financements qui vont devoir s'adapter. On a aujourd'hui
d'autres, mais une grosse appétence. On rencontre aujourd'hui des acteurs de l'hydrogène qui nous disent il nous faut des contrats long terme pour pouvoir faire de l'hydrogène pas cher. Ça tombe bien, nous aujourd'hui on sait produire pas cher et à long terme. Donc là encore, on va à travers ces innovations essayer de faire avancer, je dirais, d'amener notre petite goutte d'eau, en tout cas au solaire en France, à travers ce type de système. C'est très intéressant. Alors d'une part, une anecdote, en fait, j'ai cru comprendre que les moutons c'était mieux que les chèvres, en fait, parce que les chèvres ont tendance à aller sur les panneaux. C'est effectivement, c'est plus. Alors elles mangent pas les tables, mais elles grimpent pas dessus. Il y a quelques vidéos sur le web. Vous tapez chèvre sur panneau solaire, il y a de quoi rire. Et puis alors on travaille sur d'autres animaux. On travaille sur, entre autres, le bien-être animal auprès des poules. On a des systèmes qui sont adaptés à l'élevage sur les poules dans les parcours. On a des systèmes qu'on est en train de tester. On a BPI qui nous accompagne à travers les systèmes innovation sur le bovin. Donc ça, c'est pour l'élevage. Et puis, on a un autre secteur qui est extrêmement important dans un contexte de réchauffement climatique, de dérèglement plutôt climatique. On l'a encore vu cette année. Cette année, les arboriculteurs ont eu le droit à la grêle et au gel. Donc on a des systèmes aujourd'hui qui sont plus appropriés pour travailler justement sur la résilience des cultures, plus adaptés au sein des champs en arboriculture et qui permettent de protéger des intempéries, de la grêle et du gel, entre autres. Okay. Voilà, on essaie effectivement de trouver cette complémentarité entre les terres agricoles qui doivent rester agricoles, d'apporter un plus d'abord à l'agriculteur, pas de transformer les champs en champs solaires, d'apporter un plus à l'agriculture, un plus à la production, tout en permettant une production locale d'énergie. Merci Marc, c'est particulièrement intéressant. Nicolas. Alors Nicolas, donc là on est dans la partie financement. Donc en quelques mots, donc quelle est l'activité de Airgreen Invest? Alors bonsoir à tous. Donc Airgreen Invest, c'est une société d'investissement spécialisée sur l'adaptation au changement climatique. J'ai commencé moi dans le secteur en 2004. D'ailleurs, j'ai fait mon premier stage chez Neuflis en finance, ce qui était assez courageux parce que j'étais historien de formation, donc j'avoue que c'était assez téméraire d'avoir pris un stagiaire comme moi, qui était sûrement pas très efficace. Et en 2004, je me suis dit bon, il faut quand même que je fasse quelque chose, mais il faut que c'est quand même un sens pour moi. Et donc je me suis dit bon je vais m'engager vers l'environnement. Et donc j'ai co-développé une première société, parce qu'à la base je suis un entrepreneur, et c'est ça qui est important. Parce que j'ai une chance extraordinaire, c'est qu'en étant entrepreneur, j'ai passé ma vie à accompagner des entrepreneurs, tous plus innovants les uns que les autres, et aujourd'hui, source de beaucoup d'espoir. Et donc, en 2004, j'avais co-développé une société de gestion, on investissait sur la protection de l'environnement, et qu'on a revendu, qui était spécialisée, à cette époque-là, il n'y avait pas d'infrastructure, donc on investissait sur les marchés cotés. Et en 2010, il y a eu l'aventure d'Airgreen. Et l'aventure d'Airgreen, ça part d'un postulat très positif, parce que c'est compliqué d'être positif quand on parle d'écologie et d'énergie verte, parce que souvent c'est vu comme punitif. L'écologie, ça doit être punitif, ça doit être la décroissance. Il faut souffrir, il faut tout arrêter. J'étais tout à l'heure à une conférence à Dauphine avec plein de jeunes. Je suis tombé dans une des tables rondes. Là, c'est un peu plus amical. À ma droite, j'avais la responsable de l'association de Greta Thunberg, qui m'a dit « Nous sommes irréconciliables, il n'y a aucun avenir avec le capitalisme et les énergies vertes, mais vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes trop vieux, dans 40 ans, vous serez mort. » Alors c'est vrai que là, c'était pas gagné pour commencer ce point, mais c'est exactement l'inverse. Toutes les rencontres que j'ai faites, et quand je vois l'évolution des prix de l'énergie sur les 20 dernières années, la créativité qu'il y a dans le secteur et le côté exponentiel, ce qui s'est passé dans le solaire, c'était phénoménal. En 3 ans, on a gagné ce qui s'était passé. Il y avait 10 ans d'efforts et en 3 ans, on a accéléré la baisse des prix. Ce qui est en train de se passer sur l'hydrogène, c'est assez spectaculaire. Nous, on a investi personnellement dans la mutation d'une compagnie de taxis parisienne. Il y a 600 taxis parisiens qu'on va convertir du diesel à l'hydrogène. Et c'est dur, le business model n'était pas encore clair. Et là, on sent avec ce que présente notamment Thierry, et on avait suivi ce qu'il avait fait avec Solaire Direct,
on voit les accélérations qui peuvent arriver parce qu'il y a une pression, il y a un besoin de trouver des solutions. Dans l'agrivoltaïsme, c'est exactement la même chose. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que non, ce n'est pas punitif. La transition énergétique, c'est l'adaptation au changement climatique. C'est comment on fait pour préserver la croissance en s'adaptant. Dans le monde agricole, nous, on est extrêmement actifs sur notamment les vignes, parce que le vin, c'est quand même sympathique et il ne faut pas arrêter d'en boire. Et en Occitanie, c'est de temps en temps un peu trop tannique. Et il fait de plus en plus chaud, et donc il y a plein de cultures qui s'arrêtent. Et on a suivi un entrepreneur qui est très innovant, qui est Antoine Nogier avec la société Sonner. Et donc lui, il a mis en place un système qui permet de refaire vivre des vignes qui étaient arrêtées parce qu'il n'y avait plus de rentabilité économique, parce qu'il faisait trop chaud. Et avec son système, on est capable de diminuer 2 degrés la teneur en alcool dans le vin et d'augmenter les rendements agricoles de 20 à 40% et de diminuer les besoins en eau de 40%. Et dans le même temps, on produit de l'énergie. Et c'est ça le vrai sujet. Dans le même temps, on nous a toujours dit le solaire, l'éolien, c'est insupportable parce que c'est intermittent et ça pose des problèmes dans le réseau. Oui, mais c'est source de nouvelles opportunités. Demain, je vais à l'inauguration d'une des sociétés de notre portefeuille, qui s'appelle NW Storage. Ils ont mis en place un système sans aucune subvention qui permet d'offrir des solutions au réseau, à tout l'administrateur, à tout gestionnaire du réseau, pour pallier les problèmes de pic de consommation. Et donc, il a un réseau de stockage, la sorte de station-service, c'est une sorte d'assurance aussi pour tous les blackouts qu'il pourrait y avoir, totalement décentralisé. Aujourd'hui, on aura 220 MW à la fin de l'année et 500 dans 12 mois. Et une fois qu'on a trouvé ça, ben c'est comme Facebook au début, on lance le business model et on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Et puis, on a trouvé des applications nouvelles à chaque fois en travaillant avec le régulateur positivement, sans lui demander de l'argent, juste d'essayer de comprendre ses problèmes. Et donc aujourd'hui, on a des sources de chiffre d'affaires innovantes tous les jours sur ce sujet-là. Et on a même réussi, et demain on fait l'inauguration, puisque maintenant on a cette réserve en permanence d'énergie qui est une sorte d'assurance pour le réseau, et ben on met des recharges de batterie, des superchargeurs qui permettent de recharger vos voitures en 15 minutes au tiers du prix de ce qu'il y a aujourd'hui. Et on va pouvoir le développer un petit peu localement dans des zones vertes, dans des zones qui ne sont pas du tout les axes premiers. On verra les autoroutes, c'est dans la ruralité. Et c'est là où c'est très compliqué de se convertir parce qu'il n'y a pas forcément un modèle économique, mais quand il est couplé à un autre modèle rentable, on peut le faire. Donc il y a énormément d'innovation. Donc on a une chance énorme chez Air Green Invest, c'est de pouvoir rencontrer tous ces entrepreneurs et d'essayer de les accompagner et d'investir à leur côté. Quels sont les critères d'investissement de Air Green Invest en général? Alors, le critère d'investissement, ça se résume par le lancement de notre premier fonds qui est Infragreen 1. Et ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, parce qu'il faut être honnête. J'ai eu la chance de travailler avec Jean-Marc Boucher. Et un jour, je parlais avec Jean-Marc et j'ai essayé de comprendre ses problèmes. Et il m'a dit, j'ai besoin de ça pour grossir. Et tous les fonds de la place me proposaient le même truc. Ils veulent rentrer au capital, prendre le contrôle. Et en fait, moi, je ne veux pas vendre, je veux juste pouvoir grossir. Et voilà, donc il a écrit la stratégie. Et donc, le modèle d'investissement d'Airgreen, c'est faire confiance à un entrepreneur, surtout faire en sorte que ça soit lui qui soit rémunéré pour le risque qu'il prend et trouver un équilibre intelligent entre le rendement risque. Donc nous, essayer d'avoir le coût des fonds propres le plus faible possible, avec le moindre risque, et lui laisser le levier. Parce que l'entrepreneur, lui, il est prêt à prendre le risque, mais il veut du retour. Et donc l'investisseur, il ne doit pas être là pour essayer de le brider. Et donc nous, on essaye de trouver le maximum de solutions pour apporter quasiment 100% des fonds propres, quitte à avoir 10, 20, 30% du capital. Parce que surtout dans ces secteurs-là, c'est l'entrepreneur qui doit être au cœur. Et on a écrit un livre. Alors j'ai beaucoup moins de succès sûrement que le livre de Thierry. Parce que en plus, j'ai pas eu de chance parce qu'on l'a lancé le jour de l'annonce du confinement. Alors, c'était pas terrible. Non, j'ai pas eu. Donc j'ai dû en vendre 250. Et c'était un témoignage de tous les entrepreneurs qu'on a accompagnés et qui expliquaient leur transition énergétique. Et en fait, il n'y a pas une transition énergétique. Il y a des entrepreneurs qui ont rendu évident le fait d'investir dans ce secteur-là. Et notre plus grand plaisir aujourd'hui, c'est de voir des sociétés comme Engie quand elle rachète Solaire Direct, de voir des sociétés comme Direct Energy puis Total qui rachètent Cadran.
et Langa qui s'était fait racheter par Engie. Donc la plupart de nos participations se font racheter par les gros groupes. Et là, on a compris qu'en fait, on a quand même gagné la guerre. Parce que maintenant, s'ils sont obligés de nous racheter pour accélérer, c'est que voilà, on était dans le bon. Merci Nicolas. Je crois qu'on a à peu près utilisé le temps de la table ronde. Je vous remercie tous les quatre. C'était particulièrement intéressant. Et je vais appeler à présent... Sans tarder, je vais appeler nos grands témoins.